Le feu président ivoirien Houphouët-Boigny disait le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. À cet effet, l'ancien ministre de Maître Abdoulaye Wade, je nommé Cheikh Tidiane Gadio, candidat malheureux aux élections présidentielles 2012, disait que la société internationale singapourienne Olam s'était rendue au niveau de la Côte d'Ivoire à la fin des années 80, au début des années 90, pour chercher à comprendre le miracle ivoirien. Parce que les Ivoiriens étaient deuxième, à cette époque-là, deuxième producteur mondial au niveau de la production du cacao. Donc, ils se sont rendus en Côte d'Ivoire pour pouvoir appréhender les techniques agricoles qui faisaient du cacao ivoirien un cacao de qualité supérieure. Tout cela, c'est pour montrer qu'à cette époque, il y avait déjà une expertise non seulement à faire au niveau du continent, mais aussi valorisée. Selon une étude qui a été faite, depuis 1960 jusqu'à nos jours, 10 millions d'Africains sont 10 millions de personnes au niveau du continent africain sont mortes de la famine. Et selon une étude qui a été faite en 2017 par l'ONU, 20 millions de personnes risqueraient de mourir de la famine si rien n'est fait dans les pays suivants. C'est-à-dire nous avons le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie et le Nigeria. La pandémie de Covid-19 est venue plus ou moins accentuer la question de l'insécurité alimentaire sur le continent. Et cela se prouve parce que dans un passé récent, au niveau du Sénégal, les populations se sont mis plus ou moins dans la rue lors d'une tension politique pour manifester aussi le ras-de-bol qu'ils avaient au sujet du confinement. Au sujet du confinement, je sais que la directrice générale du FMI a surnommé le lockdown, donc le grand confinement. Donc cette période du choc de l'offre et de la demande a mené certaines localités sur le continent africain à exprimer leur ras-de-bol. Mais il faut comprendre que derrière tout ça aussi, il y avait la question de la faim. Mais au niveau du continent africain, il y a deux pays qui sont formidables. Nous avons la RDC et l'Éthiopie. La RDC et l'Éthiopie sont deux pays qui peuvent nourrir les 1/3 de la planète. Mais la RDC à elle seule, elle peut nourrir le continent africain avec ses ressources naturelles. Mais 58% de cette population sont des agriculteurs. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'au niveau mondial, 70% de cette population, malheureusement, c'est une population sous-alimentée. Idem pour l'Éthiopie. L'Éthiopie, 77% de la population éthiopienne, ce sont des paysans. L'Éthiopie, à elle seule, elle peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle peut fournir l'Afrique de l'Ouest, ravitailler l'Afrique de l'Ouest, non seulement en viande, mais aussi en lait. Mais 48% de la population éthiopienne est une population sous-alimentée. Comment expliquer ce paradoxe qui est visible selon une étude très documentée sur la question? Voyez-vous, aux États-Unis, 2 à 12% de la population américaine sont des agriculteurs. Et 2%, voire 3% de la population européenne, on va faire simple le PAC. Donc la politique agricole commune, c'est cette communauté européenne qui permet comme ça à l'Europe, cette communauté qui permet comme ça à cette population européenne de manger à leur faim. Mais au niveau du continent africain, c'est pas le cas. Comment expliquer, comment justifier que sur le continent africain, nous avons 50%, voire 55% de nos populations qui sont des agriculteurs, mais nous n'avons pas atteint ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Contrairement à l'Occident, où nous trouvons 2 à 12% de la population qui est dans l'agriculture, mais ils ont atteint ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. Donc ce sont des questions pointues qui ont le mérite d'être explorées, non seulement par les spécialistes de la question, mais aussi par les profanes. Mais pour que l'Occident puisse atteindre ce degré de sécurité alimentaire, ils ont mené non seulement des politiques fortes, mais aussi ambitieuses sur le plan de vue agricole. Parce que les agriculteurs qui sont au niveau de l'Occident sont non seulement financiers, mais ils sont aussi subventionnés. Et ils ont des tracteurs, l'agriculture mécanisée, pour ne pas dire industrialisée. C'est le contraire au niveau de l'Afrique. Nos cultivateurs africains sont délaissés à eux-mêmes. Mais notons toutefois que nos autorités, c'est-à-dire que ceux qui sont aux affaires, ils mettent plus l'accent sur des produits agricoles qui sont dédiés à l'exportation. En l'occurrence, nous avons le café,
nous avons le cacao et le coton. Mais le côté nourriture est plus ou moins délaissé. Vous voyez, il faut, je vais peut-être parler d'une façon triviale, en Afrique, les gens mangent mal. La preuve en est, rares sont les pays aujourd'hui en Afrique où les gens, où on trouve des familles qui peuvent manger les 3 repas par jour. Généralement, le repas qui est encore d'actualité, c'est le déjeuner. Parce que le repas du midi, c'est là où les familles essayent un peu de se retrouver, essayer de partager quelque chose ensemble. Mais le petit déjeuner et le dîner, c'est devenu une denrée rare. Et au niveau de la Mauritanie, lorsque vous arrivez à Nouakchott c'est la capitale de la Mauritanie, généralement lorsque vous arrivez dans une famille mauritanienne, qu'est-ce qu'on vous offre? On vous offre un pot de lait. Mais c'est des choses qui ne se font plus. Et dans certaines localités du Sénégal, vous entendez rarement le kailek. Kailek en Wolof veut dire tout simplement venez manger. Donc ce sont des problèmes qui doivent être plus ou moins un pan que nos autorités doivent mettre l'accent. Nous devons être capables de nourrir nos populations. Vous savez, comme je le dis très souvent, une personne qui mange à sa faim est une âme apaisée. Une personne qui mange à sa faim est une âme apaisée. Donc, faisons un effort dans ce sens-là pour amener nos populations africaines à bien manger. Parce que nous vivons dans un monde de compétitivité. Vous vous rendez compte, il y a une étude qui a été faite. Une vache africaine est capable de produire 5 laits. Mais une vache qui vient de l'Occident est capable de produire 15 laits ou 20 pots de lait. Et du point de vue de la compétitivité, le fossé est énorme parce que les Occidentaux sont plus compétitifs que nous. Nous sommes au XXIe siècle, il n'y a plus comment dire, il n'y a plus de mystère dans les techniques agricoles. Toutes ces techniques sont dans les grandes écoles. Et aujourd'hui, nous avons des ingénieurs agronomes qui sont sur le continent. Donc l'État gagnerait en voyant ces spécialistes de la question au niveau de l'intérieur du pays et en allant à l'intérieur du pays, former ces populations, les amener à se former en coopérative et à communiquer à ces populations le fait de mutualiser les efforts. Au sortir de tout cela, il faudra aussi que l'État puisse mettre une chaîne de distribution des produits qui viennent de l'intérieur du pays pour permettre comme ça à ces agriculteurs de pouvoir plus ou moins avoir non seulement la possibilité de nourrir leur localité, mais aussi avoir de l'argent pour leur bien-être. J'ai eu le privilège de discuter avec un agriculteur. Ce dernier m'a fait comprendre que lorsqu'il prend son produit, qu'il veut le couler au niveau de la capitale, il y a beaucoup de barrières. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui les interpellent sur leurs marchandises, sont tout le temps obligés de payer des taxes à ne plus finir. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent au niveau de la capitale et ils s'apprêtent à couler leurs produits, les potentiels consommateurs qui ont à l'esprit que le coût unitaire de la tomate est à 100 francs, ils se retrouvent à payer à 200 francs. Pourquoi cette inflation? Parce que les cultivateurs doivent rentrer dans leurs fonds. Donc l'État gagnerait beaucoup en plus ou moins en encadrant ces secteurs pour pouvoir faciliter le transport de marchandises. C'est vrai que la CEMAC s'est penchée sur la question, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Ce n'est pas les décisions qui ne sont pas appropriées. Les décisions sont bonnes, mais c'est la question de l'applicabilité de ces décisions sur le terrain. Donc l'État doit mettre des organes pour pouvoir amener ces personnes à pouvoir véhiculer leurs marchandises en toute sécurité. Dans la deuxième partie de cette thématique, nous verrons les questions qui ont aussi contribué à la famine sur le continent africain. Parce que dans une époque pas récente, il y a eu des conflits au niveau du Libéria, ce qui fait que les populations ont dû se déplacer et cela a conduit inexorablement à la famine. Prenez soin de vous et si vous estimez que ce que nous faisons ici contribue à votre épanouissement intellectuel, la meilleure façon de nous encourager, c'est de partager. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt.